Le processus microsocial se forme lorsque l'individu se sent à l'étroit dans sa famille ou son milieu de travail et ressent le besoin d'exprimer ses idées, sa créativité et de communiquer avec d'autres personnes ayant la même conscience que lui. Avec l'évolution de la conscience mentale de l'homme, il ressent de plus en plus la contrainte imposée par le système psychosocial de la société. Les forces de l'ordre social le poussent à vouloir récupérer son énergie et reprendre ce qui lui a été enlevé au cours de l'involution. L'être humain est un système biopsychique qui a tendance à s'autogénérer et à se redéfinir en fonction des crises perçues au cours de son évolution. Aujourd'hui, l'être humain se sent capable pour la première fois de filtrer de manière totale et équilibrée les influences extérieures. Il réalise que la prise de conscience de soi ne peut se faire à travers un autre individu ou une idéologie imposée par la société. L'individu doit prendre conscience de lui-même en fonction de lui-même. Dans ce texte, l'auteur explique que l'homme est en contrôle de son énergie, qui comprend son énergie mentale, émotionnelle, vitale, physique et psychique. Cependant, l'humanité a oublié cette capacité au cours de son évolution. Dans le futur, l'homme devra prendre conscience de lui-même et ne pourra plus s'oublier au profit d'idéologies qui menacent son intégrité psychologique. Il devra respecter les lois tout en réalisant une transmutation profonde pour devenir créatif et empreint d'une énergie nouvelle. La microsociété, qui sera une expression du développement créatif des facultés psychiques de l'homme, aura des conséquences significatives sur le plan occulte de l'humanité. Elle sera fondée sur l'actualisation d'une énergie nouvelle en l'homme, permettant aux individus de manifester leurs attributs psychiques et d'avoir un pouvoir sur la matière. Cette microsociété ne sera pas définie comme une structure sociale conventionnelle, mais plutôt comme une condensation des énergies créatives de l'homme. Selon le texte, l'évolution en matière de santé se traduit par un changement de paradigme. L'homme se libère progressivement des contraintes psychologiques imposées par la société pour se concentrer sur son développement individuel. Dans cette nouvelle microsociété, basée sur une communication vibratoire universelle, les individus auront la capacité de créer de nouvelles structures psychomatérielles. Cette microsociété ne sera plus caractérisée par des valeurs sociales, mais par la capacité créative de chaque individu. Dans cette évolution, l'homme nouveau ne perdra pas son potentiel vibratoire, et son énergie ne sera plus guidée par les valeurs psychosociales habituelles. La microsociété sera le résultat de la capacité créative des individus à générer des forces créatives dans tous les domaines. Cependant, cette transformation ne sera pas perceptible par ceux qui resteront dans l'involution de la 5e race racine. L'homme actuel n'est pas capable d'être facilement car il n'a jamais été habitué à être. Il devra passer par des périodes difficiles de reconsolidation et de développement mental pour évoluer vers la conscience supramentale. Nous ne vivons plus dans des relations de domination psychologique et l'homme devra prendre conscience de qui il est réellement dans la nouvelle civilisation. Les critères d'appartenance à la microsociété seront définis par l'individu lui-même. Auroville est vouée à l'échec car elle est déjà en descente sur le plan planétaire et l'évolution nécessite une transformation intégrale de la disposition psychologique de l'homme. La nouvelle évolution est quelque chose qui vient demain mais qui est en cours d'expérimentation aujourd'hui. Dans cet échange, il est évoqué l'avènement d'un nouvel être humain, faisant partie d'une microsociété, qui vivra en fonction de sa réalité et utilisera des pouvoirs occultes pour construire des réseaux d'énergie tellurique. Cet être sera asocial, mais pourra reconnaître facilement les personnes sur sa longueur d'onde. Il sera capable de vivre à la fois comme un mortel et comme un immortel, et pourra dématérialiser son corps matériel. Cependant, il ne pourra pas exercer son droit à la vie planétaire dans les conditions sociales actuelles, où la communication entre les individus et les déplacements d'un pays à l'autre sont limités. Pour parvenir à cette étape, l'homme devra reconnaître qu'il a été intoxiqué par une mémoire collective dépourvue de vie. Les regroupements de petits groupes basés sur des affinités vibratoires sont considérés comme un processus normal et naturel, car les êtres humains ont besoin de se soutenir mutuellement. Cependant, ces groupes pourraient se fracturer à l'avenir. Dans l'évolution de la conscience supramentale, la formation idéopsychique n'est pas possible. L'homme possède les structures familiales fondamentales pour vivre et communiquer efficacement. Sur le plan social, les groupuscules ou cellules seront temporaires et éventuellement destinés à disparaître. L'homme prendra conscience des lois qui régissent le pouvoir et il fera éclater ce qui était auparavant nécessaire. La famille sera le noyau de la société humaine, et plus l'homme sera conscient, plus la famille retrouvera son importance. Dans le milieu de travail,
la nouvelle conscience forcera les individus à revoir leur position. L'homme conscient sera créatif et finira par créer son propre travail. Cependant, cela prendra du temps. Et pendant cette période, il devra veiller à ne pas perdre son travail pour survivre. Avec l'évolution, l'homme sera karmiquement libre du travail et pourra manifester dans la transition actuelle, l'homme est appelé à changer sa perception de la réalité. Il ne pourra plus se laisser guider par ses émotions et sera obligé de se tourner vers son intelligence pour comprendre la véritable nature de son existence. Les mémoires karmiques et historiques devront être libérées, mais seules les mémoires culturelles et historiques nécessiteront l'attention de l'homme. Ces mémoires font partie distincte de la nature personnelle de chaque individu. La microsociété future sera invisible et s'inscrira dans le plan éthérique de la Terre. L'homme possédera un corps éthérique qui lui permettra d'accéder à une autre dimension spatio-temporelle. Cette nouvelle civilisation influencera la civilisation matérielle, mais sera régie par d'autres lois. Il est rappelé que les interprétations ésotériques des textes et des événements ne mènent qu'à des voiles et des illusions. L'homme devra progresser dans son intelligence pour comprendre la réalité sans voile. Il y a des choses qui ne doivent pas être connues, car elles ne sont pas psychologiquement compréhensibles ni pertinentes pour l'involution de l'homme. L'homme se soustraira lui-même à la réalité actuelle, mais la Terre ne peut être possédée ou violée par des intelligences venant d'autres planètes. Des lois existent pour protéger l'évolution de la Terre. Selon le conférencier, il existe des ordres, des conventions, des gouvernements, des forces et des intelligences qui régissent l'harmonie et les relations entre les planètes. L'homme ne possède pas seulement un corps matériel, mais aussi un corps éthérique qui fait partie de la même substance interplanétaire que les autres intelligences prétendument présentes dans les soucoupes volantes. Cependant, avant que ces êtres puissent officiellement interagir avec l'homme, ils devront rencontrer ceux qui font déjà partie de la conscience éthérique de la Terre. L'homme est le maître de la planète et ses intelligences ne peuvent pas venir d'autres mondes pour violer sa conscience. Dans le passé, cela a été fait pour donner à l'homme une capacité d'évolution, mais aujourd'hui, alors que l'homme prend conscience de sa doublure, il n'a plus besoin de mettre sur les plans spirituels, éthériques ou psychiques. Le conférencier réfute le concept d'OVNI et affirme que, si ces intelligences peuvent affecter l'homme, c'est seulement sur le plan astral, et non sur le plan éthérique. En ce qui concerne la fusion ou la substitution d'identité, le conférencier affirme que la fusion n'est pas seulement le viol de la personnalité, c'est la destruction totale de celle-ci pour permettre l'incarnation d'une nouvelle réalité. Il remet en question la notion de personnalité, la considérant comme un phénomène illusoire et non réel. La personnalité de l'homme ne devient réelle que lorsqu'il vit sur tous les plans de sa réalité et devient intraitable. La discussion se termine en évoquant les films Starman et Cocoon, qui traitent de la substitution ou de la superposition d'entités. Le conférencier mentionne que l'homme n'est pas seulement matériel, mais cosmique, et que son énergie cosmique doit être réduite en fonction des formes psychologiques de son ego, qui soutient la personnalité dans l'aventure de l'involution humaine. L'homme n'est pas capable de vivre pleinement sa réalité car il est constamment influencé par ses souvenirs, ses comparaisons et son ego. Cependant, il est appelé à réaliser sa véritable nature qui dépasse sa personnalité temporaire. L'homme doit devenir son propre objectif et utiliser la conscience supramentale pour évoluer. Il ne doit pas se tourner vers des gourous ou des leaders pour être sauvé. La conscience supramentale n'est pas pressée, elle fait partie de l'évolution d'une nouvelle race racine qui prendra des siècles. Doit passer du plan astral au plan mental de sa conscience pour atteindre cette réalisation. Il peut y parvenir en une vie si cela lui est destiné. L'homme a déjà en lui la connaissance et peut utiliser les sciences et les outils à sa disposition pour corriger et perfectionner ce qu'il sait. Il peut progresser plus rapidement grâce à un échange d'informations avec les autres. Après les conférences de Bernard de Montréal, il y a une tendance naturelle à vouloir mesurer et comprendre ce qui a été dit. Cependant, selon Bernard de Montréal, cela est une perte de temps. Il explique que le fait de vouloir comprendre empêche l'homme de savoir, car comprendre est un phénomène qui fait partie du développement de l'ego. Certaines personnes voient Bernard de Montréal comme un messie récalcitrant, mais il souligne qu'il est accessible et qu'il rencontre des gens lors de ses séminaires. Il mentionne qu'au départ, certains étaient méfiants à son égard, mais avec le temps, ils sont devenus ses grands amis. Cependant, quand il annonce qu'il partira pendant quelques mois, ils sont tristes de le voir partir, montrant ainsi leur attachement. Bernard de Montréal affirme être le premier homme à briser le cordon ombilical dans le monde occidental et oriental.
Il explique que l'homme moderne doit résoudre ce besoin d'affection et d'attachement, et qu'il donne les outils nécessaires pour y parvenir. Il partage également que les lettres d'amour qu'il reçoit pourraient lui permettre de créer un ashram. Il souligne l'importance pour l'homme de se replier sur lui-même et de ne pas s'attacher à des personnes comme lui, car il peut être à la fois utile et dangereux si l'individu ne se détache pas de lui. Il met en garde contre les habitudes malsaines de s'attacher à ceux qui ont la faculté de parler et d'expliquer. Finalement, la microsociété est vue comme une tentative de se sécuriser, où les gens se regroupent en cherchant une certaine protection et sécurité face aux chocs qu'ils ont pu rencontrer. Dans cette discussion, Bernard de Montréal souligne l'importance pour l'homme d'être intégral et libre intérieurement, surtout avec les connaissances que nous avons maintenant. Il explique que dans le passé, il était nécessaire pour l'homme de se soumettre à une relation maître-disciple, mais avec les nouvelles connaissances, il est temps pour l'homme de prendre en main sa propre évolution. En ce qui concerne la microsociété, Bernard de Montréal affirme que pour former une microsociété, l'homme doit avoir le pouvoir sur la matière et être en contact avec des intelligences des mondes parallèles. Il explique que les tentatives passées de former des microsociétés ont échoué en raison de la nature psychologique de l'ego de l'homme. Il souligne que pour qu'une microsociété fonctionne harmonieusement, il faut qu'il y ait une structure supérieure puissante et une illusion soutenante. Enfin, Bernard de Montréal met en évidence le défi principal de l'homme nouveau, qui est de contrôler son énergie créatrice. Il explique que si l'homme conscient ne contrôle pas cette énergie créatrice, cela peut causer des problèmes dans des situations comme un bureau. Il souligne également que les microsociétés sont temporaires et font partie de l'expérience de l'homme, mais qu'à un moment donné, chaque individu sera appelé à aller seul quelque part sur la planète.